Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Merci de votre fidélité. Bienvenue au journal de ce samedi 28 mai 2022. Donc voici les principales articulations. Intensification des combats entre rebelles du mouvement Red Tabara et les envoyés de Gitega. Les habitants du groupement de Kigoma où se déroulent ces affrontements signalent des dizaines de cadavres qui jonchent les rues. Les enseignants affiliés au Fonds de solidarité des travailleurs de l'enseignement sont en colère et exigent des explications aux dirigeants du dit fonds. C'est au moment où ils viennent de passer plus de 5 mois dans l'attente des crédits, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création de ce fonds. Vous le suivrez dans ce journal. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question des exonérations qui sont toujours en dépassement par rapport à la prévision budgétaire au Burundi. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité pour commencer. Une sexagénaire membre du parti CNL a failli être tuée par des jeunes Imbonerakure ce vendredi sur la colline Kinama de la commune Gisuru en province Ruyigi. La victime est en train de se faire soigner à l'hôpital de Gisuru alors que ses bourreaux sont toujours en liberté. Inès Gakiza pour les détails. La victime est une sexagénaire qui s'appelle Jocelyne Sabimana, membre du parti CNL, originaire de la colline Kinama, commune Gisuru en province Ruyigi. Selon notre source sur la colline Kinama, ce vendredi vers 16h, cette femme rentrait après une journée de travail dans ses champs en cours de chemin et s'est arrêtée sur une fontaine pour se désaltérer. C'est là qu'elle a trouvé de jeunes Imbonerakure qui l'attendaient. Un certain Nyawenda Gaspard, surnommé Gitenge, ancien chauffeur de l'administrateur communal de Gisuru, et Clément Ikorukwi Gomba. Les deux se sont mis à rouer de coups la vieille femme. En la frappant, ses agresseurs lui reprochaient qu'elle et son mari étaient opposants parce que membre du parti CNL. Cette femme, alitée à l'hôpital de Gisuru, a été grièvement blessée avec un visage et une tête tuméfiée et des blessures au niveau du visage. Certaines dents auraient également été arrachées, ajoutent nos sources locales. La population de la commune Gisuru dénonce l'impunité dont jouissent ces jeunes Imbonerakure qui sont toujours libres. Cette population réclame leur arrestation pour être jugée conformément à la loi. La rédaction de la RPA a contacté le commissaire de police dans la province Ruyigi, mais en vain. Sécurité toujours, inquiétude de la population du groupement de Kigoma dans les hauts plateaux surplombant la plaine de la Ruzizi en République démocratique du Congo. Des cadavres jonchent ce territoire depuis plus de 3 jours. Il s'agirait des cadavres des Imbonerakure tués dans les affrontements qui les opposent avec les combattants du mouvement Red Tabara depuis mercredi dernier. Le point avec Marie-Ange Irakoze. C'est dans les localités de Ruwumba, Kitoga et Rubuga, dans le groupement de Kigoma, que l'on fait état de cadavres gisant ici et là. Selon la population locale, il s'agit des Imbonerakure qui ont été tués durant les combats qui les opposent aux combattants du Red Tabara depuis mercredi dernier. Ces informations corroborées par la société civile aussi de Kivu indiquent que plus de 40 Imbonerakure auraient été tués. La société civile trouve urgent que les associations habilitées viennent pour aider la population à enterrer les cadavres et désinfecter les lieux. Ces activistes craignent des maladies causées par ces cadavres qui commencent déjà à se décomposer. La situation qui prévaut dans cette partie de la République démocratique du Congo révolte les défenseurs des droits humains au Sud Kivu. Au micro de la radio Canal Afrique, Prince Gérard Rugarika, un
L'un des défenseurs de la localité déplore que le gouvernement ne vienne pas pour aider la population qui n'a jamais cessé d'alerter. Je pense qu'il appartient désormais à la population de se défendre, que tout Congolais se mobilise pour dire non à cette occupation. C'est uniquement de cette façon qu'ils partiront. Quand ils viennent sur notre territoire, il faut obliger tout le monde en pleine journée. Le gouvernement dit aussi face aux alertes de la population. Aujourd'hui, on alerte quand des Imbonerakure s'infiltrent sur notre territoire et demain, alerter face à l'infiltration des raids de Tabara. Mais jusqu'à quand allons-nous le faire? Peut-on affirmer que notre gouvernement n'est pas au courant de la présence de ces troupes étrangères sur notre territoire? Ils en sont au courant. Notre président était en visite au Burundi. Est-ce qu'ils ont évoqué ce sujet? À ce propos, qu'est-ce qu'ils ont décidé pour que l'on puisse dire que la visite a été bénéfique au Congo? Des sources proches du mouvement Red Tabara confirment les combats qui les opposent aux Imbonerakure qui combattent aux côtés de la force de défense du Burundi dans les hauts et moyens plateaux du Congo. La rédaction de la RPA a cherché à connaître la version de la FDNB, mais n'a pas réussi à joindre colonel Floribert Wiyeleke, son porte-parole. La gestion des deniers publics en dehors du budget national sous l'instigation du numéro 1 burundais ne constitue qu'un détournement de ces fonds avec la couverture du sommet de l'État. Réaction de l'économiste André Nikwigidze qui explique que la gestion des fonds publics doit être centralisée par les organes ayant en charge les finances de l'État. André Nikwigidze précise que ces cas de détournement concerneraient des centaines de milliards de francs burundais. Suivez plutôt André Nikwigidze, expert en économie, qui suit de près la situation du Burundi. Les principes élémentaires de gestion budgétaire requièrent l'unicité des budgets, c'est-à-dire que l'exécution des recettes et des dépenses publiques de l'État sont centralisées par les services ayant la gestion des finances publiques dans leurs attributions, tandis que les fonds irrelatifs sont gérés par la Banque centrale dans un compte unique du Trésor public. Aujourd'hui, nous constatons que les recettes découlant des salaires payés aux militaires et policiers burundais affectés dans les missions de maintien de la paix en Somalie et en Centrafrique, les recettes de la location des engins militaires dans ces deux pays, les recettes découlant des exportations de l'or et d'autres minéraux, et maintenant les fonds que le gouvernement a recouvrés des détournements, tous ces montants sont gérés en dehors du budget national et les gestionnaires ne sont pas connus. Ces montants énormes n'apparaissent pas dans les comptes du ministère des Finances. Nous avons estimé l'ensemble de ces montants gérés hors budget national et de façon opaque à plus ou moins 200 milliards de francs burundais, ce qui représenterait environ 20% des recettes totales annuelles de l'État. Ce n'est rien d'autre qu'un détournement des deniers publics avec la couverture du chef de l'État. Il serait par conséquent nécessaire de procéder à l'audit de ces comptes et à leur centralisation au niveau des services des finances. L'utilisation de ces fonds passera par les budgets nationaux, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Et si le président a promis la transparence dans la gestion des fonds de l'État et la lutte contre la corruption, il doit inspirer lui-même cette vision. André Nikwigidze regrette également l'approbation d'un nouveau budget par le Parlement sans toutefois mettre à la lumière ces cas de détournement des fonds publics au moment où le Burundi se trouve dans une conjoncture économique chaotique. Encore une fois, l'économiste André Nikwigidze. Au moment où le Burundi traverse une crise financière grave, au moment où les prix des denrées alimentaires et de première nécessité augmentent chaque jour, au moment où des salaires ne couvrent plus les besoins élémentaires des fonctionnaires de l'État, au moment où les coûts de transport sont devenus exorbitants, au moment enfin où la pauvreté et la faim sont devenus endémiques, il est malheureux d'apprendre qu'il y a des comptes qui sont gérés hors budget national et de façon opaque. Et c'est un manque à gagner important dans cette période difficile et de crise financière. Il est également étonnant de constater que le Parlement, supposé s'enquérir de tous ces cas de détournement de fonds publics et de mauvaise gestion, au nom du peuple qu'il a élu, ne fasse pas une évaluation détaillée de ces cas avant d'approuver le budget de l'exercice prochain. André Nikwigidze intervient après la déclaration faite ce lundi par le ministre des Finances, disant que les recettes des missions de maintien de la paix en Somalie ou en République centrafricaine est un secret d'État. C'est également au moment où le président Évariste Ndayishimiye affirme avoir ordonné le placement des fonds publics recouvrés par son gouvernement
dans un compte en dehors du budget national. Et puis plus de 25 tonnes de café emballé dans plus de 300 sachets ont été saisis dans plusieurs ménages de la zone Ngoro en commune Gatara de la province Kayanza. Tout ce café était destiné à être exporté frauduleusement selon les autorités locales. Certains des suspects ont été appréhendés tandis que d'autres sont en cavale. Suivez le procureur de Kayanza, Isaac Ningavira. Durant cette opération, nous avons collecté environ 396 sacs et chaque sac contenait plus ou moins entre 70 et 80 kilos, ce qui totalise que le résultat de la fouille équivaut à plus ou moins 27 tonnes de café cerise qui ont été saisis par le ministère public. Et le constat amer est que les chefs d'usine que nous avons pu interpeller pour donner clarification sur la qualité de ces cafés, c'est que ces derniers nous ont confirmé que la grande partie de ces cafés que nous avons pu saisir proviennent des stations de lavage. C'est la raison pour laquelle le ministère public que nous représentons s'est saisi pour arrêter certains chefs d'usine, 10 milliers environnants, pour interrogatoire afin de savoir comment ces cafés provenant de ces stations de lavage ont pu arriver dans ces ménages dans lesquels nous les avons saisis. Pour rappel, la semaine dernière, 16 personnes de la commune Boussiga en province Ngodi ont été condamnées à 3 ans de servitude pénale pour avoir été arrêtées en possession d'une demi-tonne de café qu'ils exportaient vers les pays frontaliers. Ils ont tous été accusés de perturber l'économie du pays. En page société, les familles burundaises sont préoccupées par les conséquences liées à l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift. Elles font savoir que le lait est indispensable pour nourrir leurs enfants depuis que le sucre est devenu un produit rare au Burundi. Et étant donné qu'il est strictement interdit de consommer aujourd'hui le lait de vache suite à cette maladie, ces familles demandent au gouvernement de tout faire pour que le cheptel burundais soit vacciné à l'instar des pays voisins où cette épidémie a été également signalée. Suivez ce père de famille qui s'est entretenu avec la RPA. abakurambere nibo bayamaze bati amagorwa ntisigaye hanze uriko biriko birashikira twebwe abavyeyi muri ino minsi. Les Français ont dit que le malheur ne vient jamais seul. Lorsqu'on analyse la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui en tant que parents, on se décourage. Ça fait longtemps qu'on ne trouve pas de sucre au Burundi. Pourtant, il est produit localement. Depuis qu'il est devenu de plus en plus rare, comme de l'or, on donnait à nos enfants le lait de vache. Ces pères de famille qui sont capables d'acheter 2 litres de lait par jour, ça on le sait. Mais en tant que parents, on faisait tout pour que nos enfants ne meurent pas de faim. Aujourd'hui, ce qui nous arrive dépasse notre entendement. On dirait qu'on est en train de subir une punition divine. Vous l'avez entendu sans doute, le cheptel burundais a attrapé l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift. Il nous a interdit ainsi de consommer du lait. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour procéder à la vaccination du bétail, comme on est en train de le faire dans les pays voisins où cette maladie a été également signalée. Il est plus qu'urgent de vacciner les troupeaux afin que nos enfants aient du lait, sans oublier tous ceux qui vivent du commerce du lait et de la viande. Le gouvernement en tirera lui aussi profit car lorsqu'on aura vacciné le cheptel, les marchés de bétail qui sont aujourd'hui fermés rouvriront pour ainsi encaisser les taxes dans les trésors publics. Parlons à présent des grognes des enseignants du Fonds de solidarité des travailleurs de l'enseignement fait sans sigle. Et pour cause, depuis un peu près de 6 mois, ils ne bénéficient plus de crédit construction, d'où ils demandent aux responsables de ce fonds de trouver solution à ce problème qui handicape leur projet. Plus de détails avec Emmanuel Niungeko. Ces enseignants, membres du Fonds de solidarité des travailleurs de l'enseignement FEST en sigle, font savoir qu'ils sont très étonnés parce qu'ils ne bénéficient plus de crédit logement depuis une période de 5 mois, alors que les contributions mensuelles n'ont jamais cessé. Ils précisent que ceux qui ont sollicité un crédit peuvent attendre pendant cette période sans réponse. L'un d'eux témoigne. Nous avons demandé des crédits logement depuis le mois de janvier. On disait que ça ne va pas tarder. Normalement, nous devions signer de contrat au mois de février, mais rien n'a été fait jusqu'à ce mois de mai. Bientôt c'est le mois de juin. On n'a pas de nouvelles. Il n'y a même pas de message pour nous tranquilliser.
Ces enseignants indiquent que leurs projets de construction sont au point mort, alors qu'ils avaient demandé un crédit logement, une demande malheureusement qui n'a pas abouti. Tous les projets de construction ont été suspendus. Celui qui avait fait une fondation, ses ouvriers ont abandonné le travail. On ne sait pas si c'est par manque d'argent. Nous ne sommes pas informés. C'est un sérieux problème et pourtant le fait ne fonctionnait pas de cette manière. S'ils ont des problèmes, ils devraient au moins nous informer pour contacter des crédits dans d'autres banques ou microfinances. Il demande aux responsables de ce fonds d'apporter de la lumière sur ce problème. On n'a pas encore pu joindre des responsables du fonds de solidarité des travailleurs de l'enseignement pour recueillir leurs réactions. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. Et en page santé, le 28 mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale d'action pour la santé des femmes. Une journée qui arrive au moment où les femmes du camp des réfugiés de Nduta en Tanzanie déplorent le mauvais traitement dont elles sont victimes une fois aux structures de santé. Les détails avec Dani Claire et la trompe. La voix est celle de l'une des femmes réfugiées au camp d'Nduta qui raconte leur calvaire suite au manque de kits de dignité. Alors que, chaque 28 mai, le monde entier célèbre la Journée internationale d'action pour la santé des femmes, dans le dit camp, les femmes font savoir que se procurer des serviettes hygiéniques durant leur période menstruelle révèle du parcours de combattants. Actuellement, nous n'avons pas de serviettes hygiéniques dont nous avons tellement besoin lors des menstruations. Il n'y en a même pas à l'hôpital. On nous donne des objets qui s'apparentent à du coton emballé dans des sachets. Mais là aussi, on ne nous donne que 2 ou 3 paquets qui ne durent pas. Alors, suite au manque de ces serviettes, certaines utilisent des vieilles serviettes distribuées dans le temps par l'ex-femme. La situation est dramatique pour les femmes qui vont accoucher. N'ayant pas d'autre choix durant les périodes menstruelles, ces femmes font recours à des morceaux de tissu issus de leur pagne, s'exposant ainsi à diverses maladies. D'où elles demandent aux associations humanitaires de leur venir en aide, car l'hygiène est essentielle dans la vie. En cas de manque de serviettes hygiéniques, nous les femmes d'Nduta, nous nous arrangeons autrement. Nous utilisons les pagnes que nous déchirons en petits morceaux pour s'en servir durant notre période menstruelle. Nous demandons alors qu'on nous donne au moins des savons pour laver ces linceuls, à défaut de nous fournir des kits de dignité. En plus, c'est très choquant et humiliant pour une jeune fille quand elle manque ses serviettes hygiéniques. C'est par là que même leur éducation commence à se détériorer et elles s'en donnent à la débauche. À part ce problème de manque de kits de dignité, ces femmes font aussi face à un problème de soins de santé, que ce soit au point de vue accueil ou celui des services rendus une fois à l'hôpital. Ici, au camp d'Nduta, nous avons un problème avec les organisations qui s'occupent du secteur de la santé. Il s'agit de la Croix-Rouge et de l'MSF. Leurs médecins, au lieu de nous soigner, quand on a un quelconque problème, ils nous renvoient et nous disent d'aller nous faire soigner dans des centres de santé les plus proches. Et quand on va là-bas, on rentre la plupart du temps sans avoir été consulté, alors que notre état sanitaire est critique. Ces médecins sont vraiment très négligents. Vous saurez que les femmes et filles des autres camps de réfugiés sont elles aussi confrontées aux mêmes difficultés. Signalons que la Journée internationale d'action pour la santé de la femme a été mise en place en 1997 dans le but de résoudre les problèmes liés au non-accès à certains droits, dont celui d'avoir accès à un service de santé de qualité. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui va se pencher aujourd'hui sur les exonérations qui sont toujours en dépassement par rapport à la prévision budgétaire au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Josine Kadzi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya-Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le montant des exonérations accordées ne cesse d'augmenter. Pourtant, le budget de l'État prévoyait le même montant au cours des 5 dernières années, soit 18 milliards de francs burundais. À titre illustratif, durant l'exercice budgétaire 2020-2021, le montant des réalisations des exonérations est de plus de 157 milliards de francs burundais par rapport au budget prévu. Cette question relative aux exonérations inquiète les experts en économie, arguant que cette situation cause d'énormes préjudices à l'État. Que faut-il donc faire pour limiter les dépassements? La réponse à cette question, c'est dans ce mini-magazine de ce samedi 28 mai 2022. À la présentation, Josine Kadze, bienvenue. Répondant aux questions des parlementaires, lundi le 23 mai cette année, le ministre des Finances Domitien Ndihokubwayo a indiqué qu'il est difficile de prévoir le montant des exonérations. Émile Nivasumba de la radio publique africaine a suivi la plénière, son reportage. À la commission permanente en charge des finances, le ministre des Finances et du Budget et de la Planification économique a répondu que les efforts étaient en train d'être consentis pour rester dans les limites des prévisions des exonérations. Bien que ces prévisions sont estimées à 18 milliards de francs dans le budget, les réalisations ont atteint plus de 157 milliards pour l'exercice 2020-2021, soit 877% des prévisions. Les dépassements étant observés au cours de toutes les années budgétaires depuis 2015, lors de la présentation du projet de loi portant règlement et compte-rendu budgétaire exercice 2020-2021 devant l'Assemblée nationale ce lundi, le ministre Domitien Ndihokubwayo a dit qu'il était difficile de limiter ces exonérations. Ici, le ministre dit, si tu refuses un projet de développement, soi-disant que la limite des exonérations a été atteinte, tu n'obtiens pas le montant d'exonération parce qu'il n'y a pas tout d'abord de source, tu n'obtiens pas non plus ce développement. C'est le même cas pour ces investisseurs qui désirent faire des grands projets dans le pays, mais qui réclament le soutien de l'État, c'est-à-dire ces exonérations prévues par la loi. Là aussi, quand ils refusent, ils vont accomplir leurs projets dans un autre pays et tu seras obligé d'importer les produits de leurs projets à un prix très élevé. Depuis 2015, une grande partie des exonérations a été accordée aux investissements privés pour l'exercice 2020-2021. À eux seuls, les investisseurs privés ont reçu plus de 127 milliards de francs burundais sur les plus de 157 milliards d'exonérations accordées. Faustin Ndikoumana, expert en économie, ne passe pas par 4 chemins. Il prône la suspension des exonérations et la révision de la loi relative aux taxes. Il s'exprimait au micro de nos confrères de la télévision Renaissance. Le système d'octroi des exonérations actuellement inspire de l'obsession. C'est un système qui répugne plus d'un. On dit maintes fois qu'on accorde des exonérations pour asseoir un meilleur environnement des affaires. Si on analyse aujourd'hui la part qui va dans les exonérations liées à l'amélioration de l'environnement des affaires, ce n'est pas la part la plus importante. Par ailleurs, même parmi ces hommes d'affaires, ces investisseurs qui bénéficient des exonérations, il y a beaucoup d'hommes politiques. Vous savez qu'actuellement, les hommes politiques sont transformés en des véritables commerçants, des véritables investisseurs. Ce sont eux, des fois, qui bénéficient de ces exonérations, où les entreprises interposées, des fois, sont inscrites sur leurs épouses, leurs enfants ou autres. Et aussi, il y a des exonérations qui sont données suite à des fonctions. On dit, un ministre peut importer une voiture en général, en parlementaire, sans que ce soit payé d'impôts. Là aussi, il faut voir. On voit que ces exonérations sont en train de prendre une allure de plus en plus inquiétante. Aussi, on va constater que certains bénéficient en même temps des exonérations suite à leurs fonctions, avec des tertiaires qui peuvent accompagner. Ils bénéficient des exonérations, soit disant qu'il y a un homme d'affaires, alors que peut-être c'est le même individu. Encore plus, la réglementation, les institutions. Maintenant, il y a l'OBE, l'API qui lance appui la DEB. Il y a le ministre des Finances, avec un pouvoir discrétionnaire énorme. Le ministre des Finances peut, sur son appréciation, accorder des exonérations. Quand il y a plusieurs institutions qui accordent ça, ça devient un problème incontrôlable. Aussi, il n'y a pas d'un rapport, il n'y a pas d'études pour vérifier le montant déjà engagé dans les exonérations si vraiment il est récupéré au niveau des investissements. On a plus de 150 milliards de dollars. Les années passées, ça pouvait arriver à plus de 200 milliards. Dans 4 à 5 ans, le Burundi perd plus de 1000 milliards de francs, environ les recettes annuelles. Alors qu'on a un endettement exagéré, environ 3000 milliards de francs.
L'Office burundais des recettes OBR classe les bénéficiaires des exonérations en 6 catégories. Ce sont notamment les investisseurs pour la première catégorie, les financements extérieurs de l'État pour la deuxième catégorie. La troisième catégorie comporte les ambassades et les organisations internationales. La quatrième catégorie est constituée par les associations sans but lucratif, les églises et les coopératives. L'avant-dernière catégorie rassemble les dignitaires du pays, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, et enfin les hauts gradés de l'armée et de la police, ainsi que les membres du gouvernement. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Josine Kazé était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ce mini-magazine que nous mettons fin au journal en français de ce samedi 28 mai 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josal Mouzaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.